Je suis producteur de lait dans l'Orne, en Normandie, depuis 96, depuis 4 générations. Et j'étais victime des ondes électromagnétiques depuis 2011. Sur mon exploitation, l'exploitation était alimentée par un ouvrage électrique aérien. Tout allait bien dans mon élevage, j'avais pas de soucis. C'est en novembre 2011 que les ennuis ont commencé et Enedis ont remplacé la ligne aérienne par une ligne moyenne tension 20 000 volts en souterrain à une vingtaine de mètres de mes bâtiments. Et c'est à partir de mi-novembre 2011 que les ennuis ont commencé. J'ai constaté dans mes bâtiments un regroupement anormal des animaux, une baisse de la production de lait, de la fréquentation au robot et une dégradation de la qualité du lait. J'ai été obligé de faire des aménagements pour emprisonner les animaux et les forcer à aller au robot de traite, ce qui est contraire à la pratique d'utilisation d'un robot de traite. Les animaux doivent y aller d'eux-mêmes. J'avais aussi des problèmes de veau d'élevage, problèmes de santé, de croissance. J'ai perdu énormément d'animaux. Mon vétérinaire a été obligé d'en euthanasier pour éviter leur souffrance. En 2017-2018, le GPSE est intervenu. On préconisait des aménagements, on réalisait des analyses, mais uniquement sur mon exploitation. Quasi rien n'a été fait sur les ouvrages d'Enedis à proximité de mon bâtiment d'élevage. Les conclusions du GPSE sont les suivantes. Malgré les actions, l'élevage rencontre encore des difficultés sans que l'origine électrique ne puisse être démontrée. Le GPSE a refusé de déplacer les ouvrages d'Enedis, d'aller plus loin dans ses expertises, a décidé donc de clôturer le protocole et m'a abandonné avec mes problèmes d'élevage. Pendant toutes ces années de galère, j'ai réussi à trouver du soutien malgré tout, notamment en 2007 avec M. Serge Provost et plus tard avec la NASP en 2019. En concertation avec Serge Provost et la NASP, j'ai décidé de prendre en charge le déplacement des ouvrages souterrains. Le GPSE et Enedis m'ont fortement déconseillé de réaliser cette opération. Leurs arguments, c'est que je gaspillais mon argent. Donc, j'ai déplacé les ouvrages à 150 mètres de mes bâtiments d'élevage. La connexion de ce nouveau réseau aérien a été réalisée le 4 juin 2019. Et les observations ne se sont pas fait attendre. Après quelques semaines, le comportement des animaux est redevenu normal. Je n'ai plus eu de soucis d'élevage, plus eu d'attroupement anormal dans le bâtiment. Les vaches ont pu réaccéder d'elles-mêmes au robot. Et les veaux d'élevage n'ont plus eu de soucis de santé ni de croissance. Ce que j'ai constaté, moi, c'est j'ai déterré les câbles, les anciens câbles qui étaient enterrés par mes moyens avec une pelleteuse, et on s'est aperçu que les câbles étaient enrobés de boue. Et c'était au mois d'août 2019, il faut savoir qu'août 2019, c'était une période de sécheresse. Donc, Enedis avait enterré les câbles dans une zone boueuse. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que je n'ai plus de soucis d'élevage. J'ai retrouvé, après 8 années de galère, une vie sereine, et ça grâce au soutien de la NAS, et non pas aux membres du GPSE, je tiens à le préciser, qui m'ont littéralement abandonné et même oublié, à croire que mon dossier dérange, ce qui est vraiment regrettable au regard du constat que je peux faire. Il y a eu un avant, il y a eu un pendant, et il y a un après. Je tiens à préciser pour finir que c'est par centaines de milliers d'euros que les pertes sont estimées sur mon exploitation, dû à la proximité d'un ouvrage électrique enterré. En 1997, une antenne relais téléphonie mobile Orange est implantée sur le château d'eau qui se situe à peine 200 mètres de nos hangars, maisons d'habitation et de notre premier poulailler, sans qu'on y porte attention. Mais depuis une quinzaine d'années, la santé de la famille s'est dégradée. Migraines, insomnie, acouphènes, état dépressif sont notre quotidien. Nous avons réussi à améliorer la santé de nos enfants en les éloignant de la maison. Nous avons été diagnostiqués électrosensibles et mon mari est encore suivi par le docteur Tripodi au CHU de Nantes. Parallèlement aux troubles de santé de la famille, on a constaté des anomalies dans le troupeau de vaches et sur l'élevage de poulets. La fertilité des vaches a augmenté au fil des années. L'inséminateur a réalisé des échographies et constaté que les ovaires avaient diminué
de façon anormale. Les lots de poulets sont de plus en plus hétérogènes. Nous avons recherché les origines de ce déclin en faisant appel aux vétérinaires, géobiologues et au CRIREM. Les vétérinaires ont constaté sans donner d'explication. Le CRIREM et les géobiologues ont évoqué la possibilité d'un stress dû à l'antenne relais. La seule expérience positive a été obtenue en éloignant les animaux de l'exploitation. Même si le lien est difficile à prouver, ce n'est pas sans conséquences économiques. Nous avons dû racheter un troupeau de 12 vaches prêtes à véler pour 30 000 €. Nous obtenons des résultats irréguliers et parfois catastrophiques en ce qui concerne les poulets. Nous ne sommes pas des antennes et nous utilisons des portables. Ils nous sont nécessaires au travail, mais nous sommes des agriculteurs consciencieux et aimerions avoir des réponses à nos interrogations. Par l'intermédiaire de la NAST, nous avons voulu faire connaître ces problèmes en pensant que les implantations d'antennes devraient se faire en collaboration avec les riverains via des études de terrain pour limiter au maximum les problèmes. Nous pensons qu'il faudrait être attentif aux infrastructures qui se montent autour des élevages. Nous avons une antenne relais au pied d'une autoroute, une ligne TGV à 150 mètres et une ligne très haute tension à 800 mètres. Tel est notre environnement. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc moi, je souhaitais parler de deux entités dont l'histoire entre dans la catégorie des nuisances indéterminées et confrontée à l'impuissance des organismes qui nous ont accompagnés. En 1983, il s'agit d'un GAEC en polyculture élevage laitier. En 2009, un atelier de poules pondeuses plein air, vente directe, l'un comme l'autre fonctionnait correctement. Novembre 2012, tout bascule. Les poules qui pondaient 1300 œufs par jour descendent à 100 œufs par jour. Elles deviennent silencieuses et se mutilent. S'ajoute à cela une mortalité importante de veaux. Convulsions, déshydratation, maladies pulmonaires, coccidiose, coronavirus, rotavirus. 80 veaux meurent en 4 ans. Jusqu'en septembre 2013, recherche des causes auprès des professionnels, vétérinaires, techniciens avicoles et bovins, nutritionnistes. Revaccination, modification de l'alimentation, remplacement de l'eau de poulette. Aucune amélioration sur le lieu. Cependant, les poules mises en un autre lieu répondent et réciproquement stoppent dès qu'elles reviennent sur le site. Septembre 2013, on informe toutes les instances, élus, administration, organismes professionnels agricoles et GDSCO. Le technicien du GDSCO nous informe qu'un cas semblable existe en Eure-et-Loire. Après contact, l'agriculteur nous dit avoir trouvé la source du mal grâce à l'aide d'un géobiologue. C'est ainsi que nous avons fait connaissance avec la profession. Suite à cela, j'ai moi-même fait le stage de 6 jours organisé par la Chambre d'agriculture de l'Orne, GAB 61. Nous saisissons le ministère, en avril 2014, nous saisissons le ministère de l'Agriculture. Août 2014, sa préconisation, la saisie de la GPSE, aussitôt ce fut fait auprès de notre Chambre d'agriculture. Juillet 2015, une année trop tard, un rendez-vous avec monsieur le directeur de la Chambre d'agriculture de l'Orne et madame le vétérinaire expert du GPSE a lieu à la maison. Rendez-vous qualifié d'informel. Mai 2016, un courrier de la PCA reconnaît que notre exploitation est confrontée à des anomalies d'une portée exceptionnelle, excluant toute défaillance professionnelle dans le suivi d'un troupeau, mais ne permettant pas de déceler une cause extérieure. Néanmoins, entre-temps, la liquidation judiciaire de l'atelier poule avait déjà eu lieu. Pendant des mois, nous avons soigné, observé le comportement de nos poules et bovins. Une chute de ponte toutes les 3 semaines, des mortalités répétitives restaient sans réponse. Nous ont amené à faire appel à un géobiologue qui a étudié l'environnement de la ferme. Antenne de téléphonie, station d'épuration, paratonnerre placée sur le clocher d'une église. 3 édifices positionnés sur une rivière souterraine sur laquelle étaient installés nos bâtiments d'élevage. Hypothèse vivement retoquée par le rapport d'expertise judiciaire de juillet 2018, où, comme à l'habitude, le compte-rendu est sans appel. L'éleveur est considéré comme incompétent, faisant appel à des pratiques ésotériques. Et où avocats, experts et professeurs émérites au service des opérateurs d'Enedis remontent dans leur voiture en toute bonne conscience, sans se devoir d'apporter la moindre réponse à nos questions et sans même être interpellés. Depuis cette expertise, tout est classé sans suite.
Une deuxième liquidation judiciaire pour l'atelier bovin a eu lieu en 2018. Conclusion, aujourd'hui, c'est avec une retraite de 800 € par mois et un salaire d'aide à domicile que nous devrons peut-être demain payer une dette de 200 000 € à notre banque. Dossier devant le juge d'exécution des peines et entre les mains de notre avocat. Je voudrais, dans la ligne de ce qu'a présenté Joviard tout à l'heure, donc souligner que l'exposition aux lignes électriques, qui est effectivement une des principales sources, c'est pas la seule, mais d'exposition aux champs électromagnétiques pour les élevages, eh bien, en fait, on va retrouver donc à proximité, comme l'a bien décrit Joviard, à proximité de ces lignes, on va retrouver des champs électriques, des champs magnétiques qu'on est capable de caractériser, qu'on est capable de mesurer, on peut en évaluer l'intensité. Et alors ces champs, effectivement, ils induisent dans le corps, que ce soit le corps humain ou évidemment dans le corps des animaux, des courants qui vont être superficiels finalement. Dans le cas du champ électrique, on sait que le champ électrique il pénètre peu dans les structures biologiques, et puis des courants induits qui vont être plus donc dans le corps, cette fois-ci là créés par le champ magnétique qui lui traverse sans pratiquement être perturbé, donc que ce soit le corps humain ou les animaux. Alors, il y a certaines spécificités avec les élevages. On sait que ce sont des environnements un petit peu particuliers, avec pas mal d'installations électriques, d'éléments métalliques, qui peuvent être du coup des sources finalement de conduction de courant qui sont générés soit par ces lignes électriques, soit par tout simplement le réseau électrique qui alimente ces installations ou ces bâtiments. Et alors effectivement, il va falloir différencier donc les effets directs qui peuvent provenir de ces champs, donc par les courants induits notamment, des effets indirects qui vont être liés aux courants parasites ou aux tensions parasites qui peuvent exister dans ces installations. Un point important, c'est par rapport donc au corps humain, où on est, je dirais, une espèce. Finalement, en fonction des espèces animales, on va avoir des résistances variables en matière électrique, et donc du coup des circulations de courant qui vont être finalement assez variables selon la résistance intrinsèque en fait des animaux, et donc des intensités du coup de courant qui peuvent circuler dans le corps des animaux, qui va varier assez fortement entre les différentes espèces. Ce travail, pour approfondir l'expertise scientifique, a consisté à deux choses. Premièrement, à caractériser l'exposition des animaux d'élevage, c'est-à-dire à quel champ électromagnétique ces animaux sont-ils exposés. C'est la première question à se poser. Et ensuite, se demander si cette exposition peut générer des effets. Donc, la première chose, c'était effectivement de caractériser l'exposition aux champs électromagnétiques. Et le problème, c'est qu'il n'y avait quasiment aucune donnée d'exposition disponible pour les animaux d'élevage. Il y avait quelques données d'exposition éparses, mais qui ne pouvaient absolument pas suffire à l'expertise collective. C'est la raison pour laquelle nous avons dû mettre en place une étude sur l'exposition des animaux d'élevage aux champs électromagnétiques extrêmement basse fréquence. Et cela a été fait dans une optique de vraiment relever des données d'exposition pour les différentes espèces. Donc, c'était vraiment une première étude exploratoire qui a consisté à mesurer dans 10 élevages de porcs, 10 élevages de bovins, 9 exploitations de poules pondeuses et un couvoir, les champs électromagnétiques, que ce soit en bâtiment ou à l'extérieur, et pour 17 des 30 exploitations à proximité de lignes à haute tension, et pour 13 autres, au contraire, à l'écart total des lignes à haute tension, de manière à avoir des données témoins. Les mesures ont été faites à la fois du champ magnétique et du champ électrique, et surtout, nous avons pu équiper les bovins d'appareils portables permettant d'enregistrer le champ électromagnétique auquel ils étaient exposés tout au long d'une journée. Je ne vais pas pouvoir vous donner l'ensemble des résultats. Le but était de connaître les sources en champ électromagnétique dans les élevages, l'intensité des champs électromagnétiques et aussi la durée d'exposition des animaux. Je vais juste vous montrer un premier résultat qui était justement la mesure en continu sur les bovins. Comme vous voyez, les animaux au cours de la journée sont exposés effectivement à des champs électromagnétiques. Vous avez là les périodes avec l'indication de l'activité des animaux.
Et effectivement, lorsque les animaux sortent au pâturage, dans une exploitation qui est proche des lignes à haute tension, vous avez effectivement une augmentation de l'exposition aux champs électromagnétiques, tout en sachant effectivement que cette exposition varie donc au cours de la journée en fonction des activités de l'animal, notamment de son parcours dans l'exploitation et des sources de champs. On peut remarquer aussi que les niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques sous les lignes de transport d'électricité n'excèdent pas 3,5 microtesla dans les conditions de mesure qui étaient dans cet élevage. Nous avons d'autres résultats, mais je ne pourrai pas rentrer dans les détails. Je vous donne là la totalité des résultats synthétisés ci-dessous. Tout ce qu'on peut dire, c'est que face à la quasi-absence de données disponibles dans la littérature, la CRD, cette Convention Recherche et Développement, nous a permis de montrer qu'il est possible d'identifier les principales sources d'exposition aux champs électromagnétiques, d'en mesurer les niveaux ainsi que leurs variations en fonction des activités des animaux au cours de la journée. Les champs magnétiques que nous avons mesurés sous les lignes de transport d'électricité se situent entre 0,01 et 7,59 microtesla d'intensité, ce qui reste conventionnel d'après les physiciens. Et les champs électriques sont compris entre 46 et 5060 volts par mètre. Les champs sont de plus faible intensité dans les bâtiments d'élevage. Vous voyez, c'est inférieur à 3 microtesla de manière générale pour le champ magnétique. Il y a des sources internes aux élevages. Il n'y a pas que les lignes à haute tension, il y a aussi des sources internes aux élevages qui génèrent des champs magnétiques. Tout appareillage électrique le fait, et donc ils peuvent atteindre jusqu'à 25 microtesla d'intensité à proximité de certains équipements. Mais ce ne sont pas des équipements qui se trouvent si proches des animaux que cela. Et les 25 microtesla sont mesurés à 30 cm de ces appareils. Donc, c'est relativement rare que les animaux soient aussi proches de ces équipements électriques. Et en tout cas, ces champs magnétiques sont comparables à ceux mesurés auprès d'équipements domestiques ou de bricolage courant. Alors, bien entendu, ces premières mesures ne sont pas représentatives de toute une population et de toutes les lignes électriques de France. Les experts avaient recommandé de poursuivre sur un échantillon plus important et surtout de le faire à grande échelle pour mieux quantifier cette exposition et donc pouvoir l'utiliser dans le cadre d'études épidémiologiques. Parce que le vrai problème, c'est que par rapport à tout ce qui a pu être analysé dans l'analyse bibliographique, on s'aperçoit qu'il est extrêmement difficile de pouvoir en tirer des conclusions solides. En tout cas, une fois que l'exposition des animaux d'élevage aux champs électromagnétiques a été un peu caractérisée grâce à nos mesures dans ces élevages, le travail des experts s'est tourné sur l'analyse des articles scientifiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour chacun d'entre eux, mais sachez que les différentes thématiques qui ont été travaillées sont les aspects neurophysiologiques et comportementaux des animaux qui sont soumis à des champs électromagnétiques, les performances zootechniques et les impacts sanitaires éventuels, et d'essayer de voir si la bibliographie pouvait renseigner sur les mécanismes physiologiques de l'effet des champs électromagnétiques sur différents points physiologiques des animaux. Il y a un seul point, et je ne vais pas y revenir trop puisque le professeur Viard y a consacré une diapositive également. Il y a un seul domaine où les études sont à la fois nombreuses et convergentes. Ça concerne l'effet indirect des champs électromagnétiques liés aux fameux courants parasites. Donc, je pense que M. Viard vous a très bien expliqué ça, je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement, les courants induits par les champs magnétiques, par les champs électromagnétiques, peuvent se retrouver sur des équipements métalliques qui ensuite créent des tensions. Et l'animal, effectivement, peut être confronté à ces tensions. Et donc, les études concluent bien à des réponses de stress modérées à sévères qui varient selon les espèces en fonction notamment de la résistance intrinsèque des animaux. Les courants parasites ont principalement deux origines, l'une interne qui est liée à l'activité de l'élevage avec les équipements électriques présents, etc., et l'autre externe qui est imputable aux lignes électriques. Cependant, la contribution relative des deux sources n'est pas évaluée dans les différentes études.
En revanche, il existe pour une bonne partie de ces problématiques de courants parasites des mesures de prévention qui sont effectivement tout ce qui est mis à la terre de l'installation et effectivement l'équipotentialité des masses métalliques qui a été effectivement évoquée par la NAST juste précédemment. Quant aux effets directs du champ électromagnétique sur les animaux d'élevage, les données disponibles sur les animaux de rente sont beaucoup trop limitées et en plus avec des protocoles extrêmement différents qui ont empêché les experts de conclure à quelque effet que ce soit, impossibilité de conclure. En ce qui concerne les conclusions du rapport sur les effets des champs électromagnétiques eux-mêmes, notamment en matière de conséquences physiologiques, très honnêtement, compte tenu de ce que je vous ai dit sur toutes les variabilités des protocoles, toutes les tentatives visant à relier les champs électromagnétiques à des dysfonctionnements du système immunitaire ou bien au stress physiologique sont restées infructueuses jusqu'à présent. Et la difficulté majeure qui reste non résolue, c'est le mécanisme d'action qui reste totalement incertain des champs électromagnétiques sur la physiologie du vivant. En ce qui concerne les effets neurobiologiques et le comportement, hormis les courants parasites, comme je vous l'ai dit, il ne semble pas y avoir d'effets manifestes sur le comportement des animaux, en tout cas au niveau d'exposition qui ont été mesurées. Les seules choses que nous avons pu trouver sont une certaine dégradation des fonctions cognitives chez les rongeurs, mais à des expositions de plus de 100 microtesla. Concernant les performances zootechniques et sanitaires, il est très surprenant de constater que dans des conditions semi-contrôlées ou de terrain, il ne semble pas qu'il y ait eu d'effet majeur sur la fertilité dans la plupart des cas. Mais pourtant, quand il y a des études contrôlées, mais contrôlées avec des expositions permanentes et qui ne sont donc pas des situations de terrain, comme on a pu le voir avec des variations d'exposition chez les bovins comme nous avons pu le mesurer, dans certaines études contrôlées qui sont certes éloignées des conditions de terrain, on peut trouver une baisse possible de la production laitière, du taux buturé et l'augmentation de l'ingéré. Chez les volailles, on peut avoir un effet sur le développement embryonnaire, mais avec un effet fenêtre, c'est-à-dire des effets négatifs qui sont plus importants dans une fenêtre d'intensité qui est variable en plus d'un oiseau à l'autre, mais tout cela nécessite d'être consolidé par les nouvelles recherches que les experts ont recommandées. De façon très surprenante, on a trouvé aussi dans la littérature des effets positifs chez les volailles, notamment vis-à-vis de la coccidiose. Donc ça va un peu dans tous les sens, il faut bien le reconnaître. Et chez le porc, il y a très très peu d'études. Et les effets sur les performances de reproduction semblent possibles à mettre en évidence, mais à des niveaux d'exposition qui dépassent le 1 millitesla, donc 1000 fois plus que ce que l'on a pu mesurer en élevage. Alors pour aborder un petit peu et revenir sur le côté animalier, moi je suis reparti d'une expérience assez bien connue d'Henri Laborie, qui était un professeur de médecine dans les années 50-60, qui a publié énormément de choses, notamment pour venir éclairer les comportements humains et en psychanalyse et en explication de maladies psychosomatiques. Il est parti de l'animal pour arriver à l'homme. En fait, on va revenir à l'animal. On est sur une expérience où on va parler d'électricité. Je n'irai pas étendre les mêmes conclusions forcément à l'électromagnétisme, voire du magnétisme, mais l'interprétation va être intéressante. On part donc d'une expérience avec une cage à 2 compartiments communiquant, dans ce premier cas, un rat et un des 2 compartiments qu'on peut électrifier. Bien évidemment, dès que le stimulus électrique est mis en place, le rat qui est dans la partie électrifiée va ressentir la perturbation, va s'extraire à cette perturbation en passant dans le compartiment qui est sécurisé. L'expérience est répétée plusieurs fois par jour, plusieurs jours dans la semaine et plusieurs semaines de long. Et à la fin, les animaux sont sacrifiés autopsiés. Dans ce premier cas, les conclusions de l'autopsie ne révèlent aucune perturbation au niveau de l'animal. Diapo suivante, s'il vous plaît. Dans ce deuxième cas d'étude du professeur Laborie, la cloison n'est plus communicante. L'animal reçoit la perturbation électrique, alors non létale, on le précise quand même, mais relativement perturbante,
Par contre, ne peut aucunement fuir, ne peut rien faire pour s'extraire en fait à cette situation. Donc il finit par se prostrer, ne plus bouger, ne plus s'alimenter et subir. L'autopsie va révéler dans ce cadre-là un animal complètement dégénéré, aussi bien en termes d'équilibre hormonaux que de dégénérescence organique de certains organes vitaux et d'apparition de troubles, soit infectieux, soit de développement de tumeurs complètement erratiques. Dans un troisième cas de figure, s'il vous plaît, l'animal est toujours dans une cloison, avec une cloison non communicante. Par contre, il n'est plus tout seul. Le professeur Laborie place 2 rats. Dans tous les cas, dans chaque répétition de l'instance, les animaux terminent par se battre, avec une absence de fuite possible et un reflet de la perturbation ou de l'inconfort subi sur le congénère qui est dans la cage. Donc, bien évidemment, à l'autopsie aussi, en dehors des lésions de bagarre, de blessures, pour autant, dans ce troisième cas, les lésions de dégénérescence sont nettement moins marquées. Alors, de cette expérience, voilà, on est vraiment sur un phénomène purement électrique, bien déterminé, tension, fréquence. On peut essayer d'imaginer des conclusions par rapport à l'interprétation qui peut en être faite en médecine humaine. Mais on va revenir, et c'est la diapo suivante s'il vous plaît, on va revenir à l'élevage, parce qu'on part d'inconfort classique, subi par l'animal. Quand cet inconfort devient chronique, non géré ou non gérable, au moins en ressenti, sans possibilité de fuite, il se transforme en stress. Le mot a été prononcé plusieurs fois, et ce stress se transforme en prostration ou en agressivité dans l'expérience, voire en somatisation avec des désordres biologiques qui apparaissent et des signes cliniques. Si on revient dans nos élevages et qu'on essaye de regarder au niveau animal, dans le premier cas de figure, avec une fuite possible, c'est ce qui a déjà été évoqué ce matin, avec des zones d'élevage qui sont complètement délaissées, abandonnées par les animaux, que ce soit des travées de logettes complètement inutilisées, voire avec des remontées d'éleveurs qui nous disent en fait les animaux préfèrent se coucher dans les couloirs de circulation plutôt que dans les logettes, et sur des zones très délimitées. On se dit dans les logettes, on a en plus un environnement métallique qui est assez marqué, ou on a exactement la même chose aussi sur des zones d'air paillé, où là pour le coup on n'a pas d'environnement métallique, mais avec des zones et quelqu'un tout à l'heure de l'ANAS le précisait bien, des zones d'air paillé qui étaient complètement abandonnées, et les animaux qui se répartissent dans 2 lots dans l'ensemble du bâtiment. Retour de terrain aussi, certaines zones paillées qui ont des caractéristiques qui nous surprennent encore, à savoir des montées en température complètement inexpliquées, alors que non utilisées par les animaux, avec un développement microbien moindre, on a des températures extrêmes qui arrivent et pour lesquelles on n'a pour l'instant pas d'explication. Donc si on fait une analogie avec ce premier cas de l'expérience de Laborie et le retour à l'élevage, la fuite possible, d'ailleurs ça a été un de ses beaux ouvrages au professeur Laborie, l'éloge de la fuite, ça permet quand même de s'extraire à la perturbation et de ne pas provoquer de perturbation derrière. Dans la diapo suivante, s'il vous plaît. C'est le cas le plus long à décrire. L'animal ne peut pas fuir, l'animal subit. Alors on a des niveaux à définir, c'est tout le travail des organismes techniques, mais dans l'interprétation, l'animal ne pouvant fuir finit par se prostrer et avoir un certain nombre de conséquences cliniques ou zootechniques ou de production qui vont apparaître. D'abord, une baisse des comportements grégaires. Et les bovins, notamment, sont des animaux qui vivent en troupeau, qui expriment un certain nombre de comportements entre eux. Donc cette baisse de comportement grégaire va s'accompagner d'autres signes comme une fatigabilité, parce que les animaux ne se reposent pas, ils ne sont pas sereins, ils subissent en permanence. Une fragilité, parce que les équilibres hormonaux sont largement perturbés, notamment en matière de dosage de cortisol en humaine. Ce qui avait été produit montrait bien qu'on avait un excès et dans les phénomènes de feedback de cette hormone, des perturbations sur le reste de toute la chaîne hormonale et des signes cliniques qui apparaissent. Alors, ils ont déjà à peu près tous été cités, donc on va les repasser assez rapidement, que ce soit de la baisse de l'ingéré et donc de la production,
que ce soit des performances de reproduction qui sont notées, avec des résorptions embryonnaires précoces, avec une ovulation qui ne se réalise pas bien, et puis une transformation en kyste, une baisse de la qualité du lait aussi, avec notamment une augmentation en concentration de cellules somatiques, donc les cellules qu'on retrouve dans le lait qui se retrouvent augmentées sans explication particulière, des boiteries et des pathologies exacerbées, ce qui avait été très bien aussi montré dans l'expérience de Laborie, c'est-à-dire que même à partir de germes classiques, hyper bien connus, et puis pour lesquels normalement les animaux et les hommes devraient pouvoir se débarrasser parce qu'ils les portent en permanence sur eux, en fait on a une explosion de ces formes-là parce que l'animal ne les gère plus. Et à partir de germes classiques, on a des signes pathologiques infectieux qui se développent et qui se mettent en place. Alors, bien évidemment, ces signes sont accentués aussi par l'environnement métallique. Je pense notamment sur des phénomènes cornadis, quand on a des défauts aussi. Et je ne vous parle pas simplement d'un environnement électrique extérieur, même quand on a un défaut de mise à la terre au sein de l'exploitation au niveau du cornadis, on se rend bien compte, quand on va regarder les animaux, que la phase d'ingestion, le repas, est beaucoup plus raccourcie, moins efficace et surtout pas serein. La même chose au niveau des abreuvoirs. Quand on se promène en élevage à Soucy et qu'on regarde les animaux, voir une vache qui est censée boire 80 à 100 litres d'eau par jour, laper la surface de l'eau quasiment comme un chat avec une écuelle, elle n'arrivera jamais à 80 litres dans sa journée si elle ne plonge pas le mufle dans l'eau, qu'elle ne ferme pas la gouttière œsophagienne et qu'elle fasse des buvées qui soient relativement conséquentes. Et sur le quai de traite aussi, avec un environnement humide et métallique, on va se retrouver avec des traites qui ne sont pas tranquilles, qui ne sont pas sereines, des animaux qui bougent, des glissements au niveau des griffes de la machine à traire, voire un peu de piétinement. S'il vous plaît, la diapo suivante. Enfin, dans le dernier cas de l'expérience de Laborie, si on vient remettre ça au niveau de l'élevage, on se rend compte là, il n'y a pas de deux reins, il y a tout un troupeau. Il y a tout un troupeau qui va se comporter différemment parce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où il y avait déjà une sensibilité individuelle assez marquée, les animaux ne vont pas tous réagir de la même façon. Et c'est ce qu'on va retrouver, ce qui avait déjà été largement décrit en Bretagne il y a déjà quelques années, avec du cannibalisme aussi, notamment en cochon, la codophagie, les porcs qui se mangeaient les queues. En espèces bovines, c'est ce qu'on va remarquer aussi avec des chevauchements. Le chevauchement, c'est aussi un acte de domination dans le troupeau bovin qui est normalement beaucoup plus paisible que les autres espèces. Sauf que quand vous avez des animaux qui sont fatigués, qui sont déjà pas trop en forme, et qu'il y en a quelques-uns dans le troupeau qui vont être beaucoup plus, on va dire, nerveux, à vouloir montrer des signes d'agressivité et donc de chevauchement, quand une vache prend 600 ou 700 kilos sur le dos, alors qu'elle n'est pas bien préparée et qu'elle n'est pas trop en forme, elle tombe. Elle tombe par terre, et de son poids aussi, 700, 800 kilos parfois, quand elle tombe violemment, elle se casse le bassin ou l'école du fémur, et elle ne se relève pas. La traite aussi, qui peut se retrouver avec une expression d'une certaine agressivité ou agitation, en dehors des piétinements, on peut aller aussi jusqu'au cou, que ce soit sur les congénères ou que ce soit sur le treilleur. Donc si on passe la suivante, s'il vous plaît. Donc chacun de ces signes, c'est important aussi pour nous quand on intervient, chacun de ces signes est un indicateur. Malheureusement, un indicateur non pathognomonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des signes qu'on peut aussi retrouver dans d'autres affections, d'autres carences, d'autres troubles alimentaires, et qui ne vont pas être spécifiques d'un désordre électrique, électromagnétique, magnétique. Donc non pathognomonique, ça veut dire qu'on est obligé d'établir un diagnostic différentiel pour venir cibler en fait la perturbation et surtout essayer de trouver son origine. Et ce diagnostic différentiel, non seulement il n'est pas facile à réaliser, mais il est surtout non précoce. Et il apparaît après un certain délai d'évolution déjà des troubles. Dans tout ça, la question du bien-être et de la santé des animaux est forcément posée. Les animaux, on a tout un tas d'éléments sur lesquels on peut venir essayer d'objectiver. La même question se pose, même si ce n'est pas l'objet de l'audition, mais sur la santé et le bien-être aussi des éleveurs, parce qu'en dehors de troubles purement
organiques et qui pourraient aussi ressentir ou qui sont décrits. On a aussi le fait de voir les troupeaux et les animaux partir complètement en déliquescence, et que pour un éleveur, c'est pas quelque chose qui lui apporte un bonheur d'aller travailler tous les matins. Donc bien là, on se retrouve, et c'est ma dernière diapo, s'il vous plaît, on se retrouve sur un complexe qui est bien connu depuis quelques années et qui commence à prendre toute une place, notamment depuis 2 ans, depuis 1 an avec la Covid, sur un complexe d'une seule santé, qu'elle soit animale, qu'elle soit humaine, qu'elle soit même au niveau de l'environnement. Mesdames et messieurs, là, je pense qu'on est en plein dedans aussi. Deuxième ensemble de questions par rapport aux animaux touchés, par rapport aux symptômes qui sont observés. Une question dont je précise qu'elle est de Madame Le Charpentier, journaliste, et qui s'adresse plutôt à Madame Dunoyer. Une étude épidémiologique le long de la ligne Cotentin-Maine a-t-elle été envisagée? En récupérant les données de traite auprès du GDS de la Manche, il aurait sûrement été possible d'évaluer les changements de performance avant et après la mise en service de la ligne en 2012. Une autre question qui nous parle de résistance variable, pas forcément seulement d'une espèce à l'autre, mais peut-être aussi au sein d'une même espèce, en fonction de situations biologiques différentes d'un animal à l'autre. Ne faudrait-il pas intégrer ces spécificités au débat? Une autre question sur les animaux morts. Ont-ils été, plutôt pour M. Dénéchaud, des animaux morts ont-ils été autopsiés? Des lésions pouvant s'expliquer par électronécrose ont-elles été observées? Je pense aussi en rapport avec les expériences qui étaient rappelées par M. Delobel. Une question encore sur les animaux qui insistent sur le fait que la résistance de la peau peut varier en fonction de si l'animal marche dans la boue ou pas, si la peau est fine ou pas. Question sur les modèles d'études qui peuvent se porter sur les végétaux. On nous signale une expérience d'Alain Vian de l'université Blaise Pascal en 2008 qui détectait des effets sur les plants de tomates, avec des crédits supprimés par la suite. Les atteintes sur les végétaux ne peuvent-ils pas avoir des conséquences sur l'élevage? Encore une dernière question dans ce sens. Oui, sur la question sur l'élevage apicole. Certaines expériences ont pu soulever l'influence des bornes GSM sur l'orientation des butineuses qui ont du mal à retourner au rucher si une source d'onde en est proche. Dernier ensemble de questions sur les études qui ont été réalisées. D'abord, j'ai une question par rapport à ce qui a été présenté. J'aimerais qu'on fasse le point sur les expériences qui ont été faites ou pas faites dans lesquelles il s'agissait de mettre un parc, un champ d'éoliennes hors tension, hors alimentation. J'ai bien compris que parfois ça s'est fait de façon non voulue, accidentelle. J'aimerais bien comprendre. J'imagine, il y a un champ électromagnétique, une consommation, même quand les éoliennes sont au repos. J'imagine qu'il y a plusieurs façons de débrancher le parc. Est-ce qu'on peut faire le point là-dessus? Pardon, une question sur les températures que j'ai oublié de répercuter tout à l'heure. Je vais continuer sur la question des études. Quelqu'un demande si le docteur Delobel s'est mis en relation avec des collègues, des vétérinaires allemands ou suisses qui ont pu constater les mêmes problèmes dans des exploitations agricoles, parlant en particulier de cas similaires en Suisse et en Allemagne. Et puis, on nous dit que dans les conseils d'administration du GPSE, la nécessité d'étudier la circulation du courant dans le sol a été bien identifiée. Pourquoi ces investigations n'ont pas été mises en place? Donc toujours sur les questions de protocole. Dernière question que j'avais oubliée dans la partie sur les animaux. Un éleveur interpelle M. Delobel sur le fait que des vétérinaires relèvent sur 15 de ses vaches des températures de 36,3 à 36,6 degrés au lieu de 38,8. En ce qui concerne les autopsies, effectivement, un certain nombre d'autopsies ont été réalisées pour les élevages concernés par notre mission par l'école vétérinaire de Nantes. Et sur l'ensemble des résultats d'autopsie, il y avait différentes pathologies qui pouvaient être qui ont expliqué le décès des animaux, mais qui n'étaient pas reproductibles d'un animal à l'autre. Il n'y avait pas une pathologie dominante. Et pour répondre plus précisément à la question, ces rapports d'autopsie ne faisaient en aucun cas état de lésions pouvant se rapporter à des courants électriques. Quel bilan pouvons-nous tirer de notre activité? Sur les 5 dernières années, nous avons eu 72 sollicitations. 22 n'ont pas eu de suite pour différentes raisons.
nous avons donc conduit une 50aine d'interventions en élevage, la moitié étant des interventions ponctuelles et la moitié ayant été conduite dans le cadre d'un protocole qui va se traduire par un suivi de l'exploitation pendant 1 an, 2 ans, parfois plus. Ça dépend des cas qui sont posés, ça dépend également des financements dont nous pouvons disposer. Quels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer? Le premier, d'ordre électrique, dans toutes les exploitations dans lesquelles nous sommes intervenus, l'installation électrique présentait des défauts qui nécessitaient la mise en place de corrections. Et c'est le premier travail que nous faisons, c'est la mise aux normes de l'installation électrique de l'exploitation. Parce qu'on considère que quand cette mise aux normes est faite, ça permet d'éviter l'apparition des courants parasites. C'est donc notre premier travail, puisque ces courants parasites, quand ils existent, on sait les traiter. Ce sont des problèmes qui sont liés, comme ça a été évoqué ce matin, à la prise de terre, aux liaisons potentielles, à la présence de clôtures électriques et à son installation. Et ce n'est pas parce qu'on a résolu le problème des courants parasites qu'on a résolu les problèmes de l'exploitation. Et d'ailleurs, très souvent, les tensions que nous mesurons ne permettent pas d'expliquer tous les problèmes que l'on a sur l'exploitation. On a parlé tout à l'heure des tensions de pas et des tensions de contact. C'est quelque chose qui est maintenant assez bien documenté, même s'il faut encore aller voir plus loin. On connaît, prenons l'exemple des vaches laitières, le seuil de perception qui a été établi par le GPSE il y a une dizaine d'années. Seuil de perception pour les vaches laitières, 500 millivolts. Il est rare, dans les exploitations, de mesurer des tensions de pas qui atteignent 500 millivolts. On va trouver 200, 300, on trouve que c'est trop. Quand on est à 200, 300, il y a des corrections à apporter sur l'installation électrique, toujours. Mais encore une fois, ces courants parasites ne permettent pas d'expliquer la totalité des problèmes rencontrés. Et l'essentiel de nos interventions, plus de 90% de nos budgets d'intervention du GPSE sont consacrés aux problèmes sanitaires, quelle que soit l'origine de ces problèmes sanitaires, parce qu'on est toujours en face de problèmes sanitaires qui ne sont pas forcément diagnostiqués, qui ne sont pas traités et qui peuvent être assez graves. Et nous intervenons également sur l'amélioration de la situation zootechnique. On peut toucher à l'alimentation, à l'abreuvement, aux conditions de logement de l'animal, tout ce qui concerne la performance de l'élevage. Et ces interventions, c'est vrai, Monsieur le Président, vous évoquiez tout à l'heure l'ancienneté des problèmes que l'on peut rencontrer sur l'exploitation. Quand nous intervenons sur une exploitation qui est en difficulté depuis plus de 6, 7, 8 ans, ça a été dit ce matin, c'est évidemment difficile parce que vous avez une multitude de problèmes et vous êtes confronté dans l'exploitation à des problèmes financiers, à des problèmes humains qui peuvent être extrêmement difficiles et qui l'emportent complètement sur le problème technique. Troisième et dernier enseignement, donc dans la majorité des cas, et quand il s'agit bien d'un problème de courant parasite en élevage, je considère que les interventions que nous faisons permettent de rétablir la situation ou permettent de replacer l'exploitation dans une trajectoire qui est une trajectoire favorable, sans résoudre tous les problèmes, bien sûr. Par contre, nous sommes confrontés à un certain nombre de cas où nous ne pouvons pas diagnostiquer le problème et où les problèmes ne sont pas résolus. Sur les 18 protocoles mis en place en 2015-2016 et actuellement clôturés, nous considérons que nous avons 5 cas de ce type-là. 5 cas non résolus, 5 cas où personne ne peut agir. Alors, ramener aux 18, c'est évidemment important. Dans ces 5 cas, il y a le cas de l'éolien qui a été rappelé ce matin et qui a été bien décrit par la mission interministérielle, dont les difficultés des élevages sont apparues avec l'implantation, dans un premier temps, lors de l'implantation du parc éolien. Dans les autres cas, que trouve-t-on toujours à l'origine des difficultés ou concomitant avec l'apparition des difficultés? C'est une modification des tables,
c'est un changement d'étable, c'est un agrandissement d'étable. C'est par conséquent une modification du sol et du sous-sol sur lequel est implantée l'étable et sur lequel sont les animaux, d'où la suspicion de difficultés qui sont liées à la composition du sous-sol. Et dans ces cas-là, donc c'est le cas de l'éolien de Loire-Atlantique, mais il n'est pas le seul, c'est les autres aussi, nous n'avons trouvé aucun expert, aucun géobiologue, et beaucoup de géobiologues sont passés sur ces exploitations-là, capables de trouver une solution et d'apporter une solution. Évidemment, la question qui se pose, c'est combien y a-t-il d'élevages de ce type? Personne ne peut répondre à cette situation-là. Et pour ce qui me concerne, je suis tout à fait en accord avec la proposition qui a été faite par la mission interministérielle de constituer un observatoire pour que l'on puisse avoir une bonne idée du nombre d'élevages. Et il faut commencer par les recenser et par les décrire. Est-ce que tous ces élevages sont à proximité d'une installation électrique d'importance? Pas forcément non plus. Je pourrais vous citer des élevages où on se trouve devant des problèmes de mortalité, des problèmes de croissance, dans lesquels il n'y a pas de ligne à haute tension à proximité, il n'y a pas d'antenne non plus, il n'y a pas de... voilà. Donc on est bien devant des difficultés que nous ne connaissons pas. C'est la raison pour laquelle nous en appelons à la mise en place d'un travail de recherche et d'amélioration des connaissances. Nous les avons recensés. Nous avons, je pense, une assez bonne idée des axes de travail, puisqu'on a fait un recensement avec les experts du GPSE, mais aussi avec un certain nombre d'intervenants de terrain, de vétérinaires, de techniciens d'élevage et de géobiologues. Je les résumerai autour de deux axes. Le premier axe, oui, nous sommes d'accord avec ce qui a été dit ce matin. Il faut s'efforcer de mieux connaître et de mieux comprendre les courants parasites en élevage, les seuils de perception, les seuils de nocivité, l'effet sur le comportement animal. Les références que nous avons remontent à une quinzaine d'années, l'élevage a changé, l'environnement électrique a changé et les références, ça s'actualise. Donc, nous sommes tout à fait favorables à la mise en place d'un travail permettant d'actualiser les connaissances et de les préciser. Il a été question, par exemple, ce matin, quelqu'un a parlé des courants continus. Nous n'avons strictement aucune référence sur les courants continus en élevage. Donc, c'est un travail à faire, de la même façon qu'il y a vraiment un travail à faire sur l'harmonisation des mesures, l'interprétation des mesures qui sont faites en élevage. Nous avons, il y a un groupe d'ingénieurs, de chambres d'agriculture et d'instituts techniques qui travaillent actuellement sur le sujet, qui sont disponibles, qui sont prêts à partir. Il manque une seule chose, c'est le financement. Voilà. Donc, il est urgent de le mettre en place. Et on a besoin, pour avancer là-dessus également, des moyens expérimentaux de l'INRAE, ne serait-ce que parce qu'on a un dossier éthique au regard du bien-être animal à constituer. Ça ne se fait pas très aisément. Ce sont quand même des travaux qui sont difficiles, qui sont lourds. Donc il faut les faire, il faut bien les faire. Et c'est un plan d'ensemble qu'il nous faut là-dessus. Le deuxième axe, qui est sans doute beaucoup plus compliqué, mais tout le monde en a parlé ce matin, donc je le confirme, il y a un besoin d'études de la circulation des courants dans le sol, dans le sous-sol, de l'influence de la géologie, quel lien entre la composition du sous-sol, les circulations électriques dans l'eau et l'animal, quelles interférences éventuelles avec les équipements électriques de l'exploitation ou de l'autre. À notre connaissance, il n'y a pas de travaux qui ont été faits là-dessus. Depuis une dizaine d'années, il me semble qu'on a appris quand même un certain nombre de choses sur la conductivité et la résistivité des sols dont il a été question. Tant que nous n'aurons pas travaillé là-dessus, on n'aura strictement rien fait. Donc, voilà le message que je voulais vous laisser. Il est important, il est urgent de se mettre au travail, et ça suppose, on aura le ministère de l'Agriculture tout à l'heure, un geste
du ministère de l'Agriculture pour travailler là-dessus. Dernière remarque, si vous permettez, il faut aussi que la problématique électrique soit complètement prise en compte par les réseaux de conseil et de développement agricole. On n'y a sans doute pas apporté toujours toute l'attention qui était nécessaire. Or, l'installation électrique, c'est un facteur important du bon fonctionnement de l'élevage, de l'exploitation, surtout avec l'importance des équipements électriques que l'on trouve actuellement dans les élevages et avec la robotisation. D'abord, quand on construit une ligne électrique, qu'est-ce qu'on va prendre comme mesure particulière à ce moment-là? Donc, au moment de l'étude, en fait, de la conception de nos lignes électriques, bien évidemment, nous allons mener des études techniques, mais on va également s'intéresser, en fait, à l'environnement dans lequel donc, on prévoit de passer cette ligne. Et on va procéder à une analyse fine et on va chercher, en fait, dès la conception, à minimiser en fait, l'impact que cette ligne peut avoir sur notre environnement proche. Alors ça veut dire entre autres trouver le meilleur tracé, celui qu'on appelle le tracé de moindre impact. Donc on étudie, on informe les riverains, on concerte avec ces gens-là, ça prend plusieurs années, et ensuite on minimise les impacts de nos lignes électriques. Alors malgré cela, malgré toutes ces précautions, il peut arriver qu'un éleveur nous fasse part de difficultés lorsque existe une ligne électrique à proximité de son exploitation. Donc pour nous, il est absolument hors de question de laisser cet éleveur seul face à ces difficultés sans chercher à l'accompagner. RTE, c'est une entreprise de service public. Notre mission, c'est d'assurer donc l'acheminement de l'électricité et de rendre disponible l'électricité à chacun de nos concitoyens. Certes, mais si un agriculteur vient nous voir et qu'il pense que nos installations peuvent lui causer des difficultés, alors à ce moment-là, nous devons évaluer et ensuite, le cas échéant, réparer en fait ces interactions entre la présence de nos lignes électriques et son installation. Alors de manière très concrète, c'est ce que nous faisons en fait en conseillant à cette personne de prendre attache avec sa chambre d'agriculture, et en l'informant bien évidemment de l'existence du GPSE dont on a beaucoup parlé aujourd'hui et dont on va encore parler. Dans la démarche de diagnostic qui va suivre, donc M. Allo a bien présenté l'approche globale qui est adoptée par le GPSE et donc qui va systématiquement investiguer 3 grands volets, donc bien évidemment une expertise électrique, une expertise donc, sur la conduite de l'élevage et une expertise également sur les soins qui sont apportés aux animaux. Concernant les aspects électriques, alors tout d'abord, je le rappelle, comme l'a très bien expliqué en fait Madame Dunoyer de l'ANSES ce matin, aujourd'hui, donc aucune étude scientifique n'a caractérisé un lien de causalité direct entre la proximité d'une ligne et la santé des animaux. En revanche, dans certains cas, qui restent rares néanmoins, il peut y avoir des effets indirects. On en a beaucoup parlé également ce matin, on les a décrits. Monsieur Viard les a décrits en particulier et est revenu sur ces effets indirects au moment des questions qui ont été posées à l'issue de la première table ronde. Donc ces effets indirects, en fait, en quoi est-ce qu'ils se manifestent? On peut avoir des équipements donc, électriques de l'exploitation agricole qui peuvent être mal isolés et on peut constater en fait une interférence entre la ligne électrique et un appareil. Alors ça peut être une machine de traite, ça peut être une structure métallique également, puisque donc il y a énormément de structures métalliques dans les installations agricoles. Donc par exemple un abreuvoir. Et cette interférence, c'est ce qu'on appelle communément et sous le vocable courant parasite dont on a parlé en fait ce matin. J'ai bien aimé l'image de la pile que M. Viard nous a citée également ce matin. C'est un peu ce que vous disiez ce matin, M. Viard.
quand on saisit une pile, en fait, on n'a pas de, voilà, on ne ressent rien, mais si on la met sur la langue, effectivement, on peut ressentir un picotement. Alors, ça n'a rien de dangereux, mais en revanche, c'est désagréable. C'est un désagrément qu'on peut ressentir. Donc, dans le cas où le diagnostic électrique mené par les experts du GPSE met en évidence un tel phénomène, je pense qu'on l'a bien exposé ce matin, il existe des solutions techniques. Donc, nous savons immuniser un bâtiment. Alors, immuniser un bâtiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire les niveaux des tensions et courants parasites jusqu'à des niveaux proches de zéro. Et c'est certainement ce que nous recommandera en fait l'expertise menée par le GPSE. Donc si tel est le cas, bien évidemment, nous faisons procéder à cette immunisation. Mais ce que nous montre l'expérience et ce qu'a rappelé M. Allo, c'est que en fait cette immunisation ne suffit pas toujours à faire disparaître toutes les difficultés. Et pour cela, il faut vraiment travailler sur tous les aspects qui sont investigués par le GPSE. Et lorsque cela ne suffit pas, puisque M. Allo a également précisé qu'il existait quelques cas inexpliqués, malgré la mise en œuvre d'actions sur ces 3 volets, pour ces situations, nous sommes convaincus, comme ça a été exposé auparavant, que la recherche doit être menée pour investiguer d'autres axes. Donc mon travail, il consiste à quoi? Quand j'arrive dans un élevage, en fait, la première chose que je fais, je détermine où passent les veines d'eau et les failles, puisque le milieu de prédilection en fait, des électrons, ce sont bien l'eau. Et les anciens nous disaient toujours que en fait, l'eau et l'électricité n'a jamais fait mon ménage. Comme notre corps et les animaux sont composés en moyenne à 70% d'eau, en fait, ce milieu est très conducteur et donc on ressent très très fort cette énergie. Et pourquoi les éleveurs nous font appel? Parce qu'ils expriment des difficultés et les éleveurs observent très fort leurs animaux et en fait, ce qui se passe, c'est dans un premier temps, ils voient ce qu'ils ont dit tout à l'heure, en fait, des changements de comportement dans leurs animaux. Ils voient des lieux qui ne sont pas fréquentés, des mouvements de troupeaux à certaines époques de la journée ou de l'année, qui peut être concomitant avec un appel de courant ou pas, ou des choses qui arrivent dans l'environnement. Et en fait, pour pouvoir traiter tous ces domaines, en fait, là où on porte une importance particulière, en fait, c'est tout ce qu'on a parlé sur les courants parasites, c'est travailler les prises de terre des élevages, puisque en fait les prises de terre sont faites pour attirer le courant vers l'extérieur du bâtiment et enlever toute cette tension à l'intérieur du bâtiment. Et on s'aperçoit que quand on regarde les normes faites par le Consuel, par exemple pour la notion de valeur de résistivité de la terre électrique, le Consuel nous donne une valeur que les installations ou les maisons doivent être inférieures à 100 ohms. Après, il nous donne une deuxième valeur qui nous dit que la valeur recherchée pour un milieu où il y a beaucoup d'humidité, en fait, il faut qu'elle soit inférieure à 50 ohms. Sauf que, en fait, quand on étudie le monde animal, en fait, les animaux sont beaucoup plus sensibles que les humains, puisqu'une vache laitière, un bovin, en fait, il y a un seuil de résistivité prouvé par l'Institut NINRA, par tout ça, en fait, a une valeur de sensibilité de 500 ohms. Et qu'elle est aussi sensible à 1 milliampère. Et quand nous, en fait, nous reprenons la loi de Ohm qui gère tous ces problèmes électriques, en fait, c'est la loi d'Ohm, c'est U, donc est égal à RI. Donc, la tension est égale à l'intensité par la résistance. Comme on sait que notre vache est sensible à 500 ohms et qu'elle est sensible à 1 milliampère, en fait, on fait 500 par 0,001, ça nous donne une tension à 500 millivolts, ou 0,5 volts. Et comme on sait que dans les installations électriques de nos élevages, dans les tableaux, ils ont ce qu'on appelle des différentiels sensibles à 30 milliampères,
Donc cet appareil mesure la perte électrique tolérée en fait vers la Terre. Et dès qu'il y a une valeur supérieure à 30 mA en moyenne, en fait, ça coupe le courant. Donc quand on prend ces 0,5 volts divisé par le seuil des 30 mA, en fait, ça nous donne une valeur recherchée de la Terre qui doit être inférieure à 16,6 ohms. Ce n'est pas 100, ce n'est pas 50, c'est 16. Et en géobiologie, on veut aller plus bas, puisqu'on veut créer une grosse différence de potentiel entre le bâtiment d'élevage et la Terre, et on recherche des valeurs de Terre d'entre 2 et 7 ohms. Donc, en fait, ce n'est pas un simple puits de terre qu'on peut mettre à l'extérieur du bâtiment pour évacuer le courant, mais il faut bien travailler les terres et les mettre dans un milieu neutre où, en dessous, nous n'avons pas de cours d'eau ni de faille qui permettrait, encore une fois, d'évacuer ces électrons par les cours d'eau. Et comme ces cours d'eau peuvent repasser à l'intérieur de mon bâtiment, qui est un milieu humide, chaud, avec beaucoup de tubulures, et ben, ces électrons peuvent remonter et nous créer du courant parasite. Donc voilà pour rapport à cette notion de terre qui est très importante dans les élevages. Et comme tout le monde le disait aussi, il y a une deuxième notion qui est très importante, en fait, c'est ce qu'on appelle les liaisons équipotentielles. Ce sont, en fait, il faut relier toutes les structures métalliques les unes aux autres pour qu'il n'y ait qu'une seule tension à l'intérieur du bâtiment. Comme toutes les structures sont reliées les unes aux autres, nous n'avons plus de différentiel de potentiel et donc, en fait, il n'y a plus de décharge électrique. Si on veut l'illustrer, c'est la même chose quand vous arrivez dans votre voiture. Votre voiture est complètement isolée sur les 4 pneus, vous roulez, la chargez en énergie cinétique, donc c'est-à-dire en électrons. Quand vous sortez de la voiture, vous êtes en contact avec la Terre, vous touchez les bords métalliques, et donc là, on a un différent de potentiel, donc le courant va toujours du plus fort vers le plus faible. Et donc là, c'est ce qu'on réalise. Donc si on a relié toutes les structures métalliques, et après qu'on a relié ça à la Terre, en fait, on capte tout le courant à l'intérieur de notre bâtiment et qu'on remet à la Terre pour que ça soit bien évacué. Donc voilà les deux gros chantiers qu'on fait quand on travaille en géobiologie. On détermine d'abord les failles et les cours d'eau, puisqu'il y a une influence directe sur le vivant, et après on fait un diagnostic électrique, et on s'assure aussi qu'il n'y ait pas de courant parasite à l'intérieur de l'élevage. Par tout ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire en vérifiant les tensions de pas, les tensions de contact, et avec des appareils numériques. Et puis, nous sommes confrontés aussi de plus en plus, on peut prendre un deuxième exemple, on a des appareils qui mesurent les hautes fréquences. Donc, les relais téléphoniques, donc les opérateurs respectent bien les normes érigées par la France ou l'Europe, puisque un opérateur téléphonique a le droit de balancer entre 28 volts par mètre à 61 volts par mètre, suivant la fréquence qu'ils émettent sur leur relais téléphonique, si c'est du 3G ou du 4G. Sauf que la géobiologie, en fait, du fait que et toutes ces valeurs, en fait, elles ont été faites pour étudier sur un rôle complètement thermique, l'effet micro-ondes. Sauf qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une émission qui a été produite par France 2, qui était Complément d'enquête, qui a fait un travail sur la recherche de tous les études qui ont été réalisées. Et donc, ils ont fait une compilation de 2800 enquêtes réalisées par des experts et des gens, des organismes indépendants. Et en fait, la compilation de ces études nous ont montré qu'à 68% de ces études, il y avait un rôle biologique dans l'influence de ces hautes fréquences sur les animaux et les hommes. Or, à l'heure actuelle, qui est pris en compte dans ces normes-là, ce sont simplement les rôles thermiques et non un rôle sur la biologie. Donc la question qu'on se pose, en fait, c'est est-ce que les normes qui sont actuellement utilisées par la France, par l'Europe, sont-elles adaptées à nos animaux qui sont, eux, beaucoup plus sensibles que nous au courant électrique, puisqu'un animal est 10 fois plus sensible que nous. Pour conclure, la géobiologie a besoin d'être structurée. C'est pour cela que, en fait, l'Association nationale de la géobiologie a été créée en 2012 pour élaborer un code déontologique, une charte pratique et professionnelle, afin de regrouper tous les géobiologues pour qu'on ait un seul discours commun, puisque pour l'instant, cette profession, qu'on a beaucoup citée et que les éleveurs font intervenir beaucoup de gens de la géobiologie pour
essayer de déterminer les problèmes, en fait, n'est pas encore reconnu par l'ensemble de nos partenaires. Il faut maintenant que la géobie puisse être reconnue afin que nos diagnostics et nos rapports puissent servir un support et d'aider nos éleveurs à en fait sortir de ces problèmes qui vivent tous les jours. Ce qui est important, en fait, ce qui me semble, c'est qu'il faut travailler absolument sur, en fait, sur les structures qui sont montées en amont pour éviter que les pylônes, que les éoliennes, que les relais téléphoniques et que nos exploitations soient le moins possible sur les veines d'eau et des failles qui influencent directement, en fait, la vie sur le vivant. Donc, je pense qu'on a un rôle préventif sur toute en fait, l'édification des édifices pour éviter qu'ils soient dans les zones perturbées et pour que le vivant se comporte le mieux possible. Parce que quand nous sommes appelés pour travailler donc sur du curatif, il est beaucoup plus difficile de contrer tous ces effets qui sont cumulatifs, multifactoriels à l'intérieur des élevages que de travailler en préventif et en évitant absolument ces problèmes. Le constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, en France, on a de l'ordre de ce que je lis publiquement, de l'ordre de 180 000 à 200 000 élevages, et que l'ensemble de ces élevages, comme cela a été dit aussi, est nécessairement alimenté en électricité, et donc se situe à proximité directe nécessairement d'ouvrages électriques gérés par Enedis, soit des ouvrages basse tension, moyenne tension, de transformateurs. Le GPSE, M. Allo l'a souligné, hein, on constate à travers les travaux qui ont été menés depuis 2014 jusqu'à 2020 que moins d'une centaine d'élevages finalement ont manifesté le soutien et le diagnostic du GPSE pour faire part de difficultés de comportement de leurs animaux. Donc en fait, on a quand même 99,9% des éleveurs qui bien qu'à proximité de lignes électriques, ne manifestent pas, en tout cas, de difficultés. Donc c'est un premier constat. Si on regarde, ensuite, M. Allo l'a précisé, Enedis est membre fondateur du GPSE. Je fais allusion à l'association qui a été créée en 2014 avec RTE et puis l'APCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, pour maintenir cette instance qui avait été partagée au départ et qui était un organisme. On était convaincu de la nécessité de disposer de cet outil de dialogue entre la profession de l'agriculture et de l'électricité. C'est pour ça qu'on a maintenu la création du GPSE, qui avait acquis une certaine expertise et dont les travaux, on partage, sont nécessaires pour comprendre les situations et les quelques difficultés qui reviennent, mais qui sont des difficultés prégnantes. Et Enedis fait preuve d'une diligence particulière pour chacune de ces situations. On souhaite comprendre avec l'éleveur ce qui se passe, on souhaite contribuer au diagnostic et on accepte bien entendu que nos ouvrages fassent l'objet des mêmes diagnostics et de la même interrogation que tous les autres ouvrages pour savoir s'ils n'ont pas une défaillance, un problème technique, ce qui peut toujours survenir lorsqu'on gère un objet industriel. Le zéro panne n'existe pas. Donc, on travaille avec le GPSE pour ça. On pense que c'est un bon outil. Et grâce aux audits, aux expertises, aux mesures des diagnostics qui sont menés par les experts du GPSE, on sollicite autant que de besoin les équipes Enedis derrière pour, par exemple, poser des enregistreurs, faire des manœuvres de consignation sur le réseau pour affiner le diagnostic et pour tenter d'identifier les causes des troubles, des comportements constatés dans les élevages. Ce qu'on constate, et M. Allo l'a très bien rappelé tout à l'heure, c'est que les préconisations du GPSE portent quasi systématiquement sur des mises aux normes de l'installation intérieure, de l'installation privée des élevages et très rarement, mais ça peut arriver, sur des anomalies du réseau géré par Enedis pour lequel une mise en conformité ponctuelle peut être possible ou une défaillance constatée ponctuellement. Et là, on a très bien rappelé également M. Allo, en fait, c'est des mises aux normes de l'installation intérieure privée des élevages ne constituent que 1% du budget que l'on peut allouer globalement au GPSE à ces actions. Mais elles sont nécessaires
pour partir d'un diagnostic fiable. Ce qu'on constate, c'est que les anomalies électriques fréquemment rencontrées sont des défauts d'installation classiques, de résistance de prise de terre, de liaison équipotentielle, on l'a déjà cité tout à l'heure, et parfois des défauts d'installation de clôture électrique. Et une fois qu'on a résolu tous ces problèmes-là qui sont de l'ordre de la norme C1500 qui ont été évoqués, qui est la norme des installations intérieures, qui n'est pas le périmètre d'Enedis, souvent on constate une amélioration, mais ce n'est pas suffisant, ça a bien été rappelé. Donc il faut bien distinguer ce qui relève des ouvrages intérieurs, des ouvrages de distribution publique, et au-delà du périmètre des... Nous sommes victimes d'un problème technique. Monsieur Langlais, nous ne vous entendons plus. Pour d'autres. Ah, c'est bon, excusez-moi, il y a eu une coupure pendant quelques secondes. Mais c'est à nouveau correct. D'accord, j'arrive à la conclusion. Donc je disais que, voilà, au-delà de ces installations intérieures qui n'est pas au périmètre de la norme, de la gestion des réseaux d'Enedis, on ne peut plus, du coup, nous, agir sur ce domaine-là. Par contre, le GPSE, à travers son expertise et ses connaissances en zootechnique notamment, permet d'apporter un diagnostic bien plus complet. Je retiens aussi la question de M. Allot sur la question du financement des études. Donc, c'est toujours difficile de trouver des solutions de financement, mais on sait qu'il existe pas mal d'outils disponibles, notamment peut-être encore plus aujourd'hui avec le plan de relance du gouvernement. Donc peut-être il serait utile sur ce point spécifique qu'il se rapproche de nous pour qu'on recherche ensemble des moyens et des outils, je dirais, financiers pour accompagner ce type d'études qui effectivement paraît utile et comme ça a bien été montré. Dernier élément, et je ne serai pas forcément très long, dans les témoignages aussi, on voit bien qu'il y a, et notamment dans les cas pour lesquels il n'y a pas de solution identifiée, ça a été redit à maintes reprises, il y a des cas particuliers pour lesquels effectivement il y a peut-être des solutions à trouver pour les éleveurs qui sont en détresse, et les témoignages ont été très intéressants à ce sujet. Alors bien évidemment, là-dessus, l'État a un rôle à jouer, ne peut pas rester inactif face à ces difficultés, avec deux conditions que je mettrai principalement en avant et qui ont été également mises en avant par le rapport conjoint CGDD. C'est évidemment que ça réponde aux souhaits et aux besoins des agriculteurs eux-mêmes, que les solutions qui pourraient être proposées répondent à leurs besoins, et puis peut-être aussi que ce type de disposition soit élaboré au niveau local, donc sous l'égide du préfet et de ses services, et bien évidemment en mettant à contribution tous les opérateurs locaux. On a beaucoup parlé des chambres d'agriculture, mais ça peut être aussi la SAFER sur des questions de foncier. Voilà, que les solutions soient bien élaborées au niveau local et en mobilisant, en tant que de besoin, tous les outils d'accompagnement. Je vais répercuter principalement trois questions de journalistes, deux de Madame Le Charpentier, une de Madame Barbe, qui s'adressent à Monsieur Allot et à Madame Porfirio. Voici la première question. Selon le GPSE, 4 cas n'ont pas été résolus sur 28 protocoles depuis 2015. Or, sur 13 éleveurs que j'ai interrogés, c'est Madame Le Charpentier qui parle, au contraire, 3 seulement, donc 3 sur 13, estiment avoir retrouvé des conditions d'élevage quasi normales. Quand est-ce que le GPSE considère qu'un protocole est résolu et que se passe-t-il quand il n'y a pas d'amélioration? La deuxième question, toujours de Madame Le Charpentier. Madame Le Charpentier cite Pascal Ferré, le président de la Chambre d'agriculture du 50. Nous dit-elle donc, RTE et Enedis ont une pratique détestable, ici il s'agit de citer les propos de M. Ferré, sécuriser leurs installations en mettant les mises à la terre dans les cours d'eau souterrains, et on sait tous que l'eau est un excellent conducteur électrique. Question de Madame Le Charpentier, allez-vous changer ces pratiques? Et puis, toujours de Madame Le Charpentier, pour RTE et Enedis, pourquoi financer hors protocole GPSE des accords à l'amiable avec des éleveurs si vos installations ne sont pas responsables des troubles? Pense à délocalisation d'une ferme, indemnisation à un éleveur après qu'il a perdu son procès. Peut-on connaître le montant de ces accords depuis 30 ans? Alors j'insiste sur le fait qu'ici, dans le cadre de l'OPEX, on se concentre plus sur les questions techniques que sur les questions légales, juridiques, administratives. Ça n'empêche que si vous avez des commentaires à faire ou des réponses à apporter, vous êtes les bienvenus. Dernière question donc de Madame Barbe, plutôt adressée à Madame Porfirio.
Depuis la signature du premier partenariat avec le monde agricole en 1970, combien d'exploitations agricoles vous ont signalé des problèmes à proximité de vos lignes hors protocole GPSE et combien d'exploitations sont actuellement situées le long des 100 000 km de lignes? Merci. Je vais être très précis, et aussi factuel que possible. Je parle des protocoles qui sont terminés. Ce n'est pas 28, c'est 18. Je parle du nombre de cas que nous n'avons pas résolus, 5. Quand considérons-nous que le travail est terminé? Quand l'exploitation est remise sur des bons rails, quand il y a amélioration de la situation sanitaire, lorsqu'il y a une dégradation sanitaire, ce qui nous amène à travailler sur le plan sanitaire, à mettre en place des mesures correctives, à mettre en place des traitements, à assurer un suivi par le vétérinaire conseil. Si vous avez une dégradation sanitaire forte sur l'exploitation, si vous avez une BVD ou une maladie des muqueuses, si vous avez des pathologies du pied, ça ne va pas se guérir en 6 mois, 8 mois. Donc pendant un certain temps, il y a une aide du GPSE pour mettre en œuvre les mesures correctives et évidemment, ensuite, il appartient à l'exploitant de continuer à travailler sur ce sujet-là. Mais nous arrêtons quand, effectivement, il y a une amélioration qui est objectivée. Et l'amélioration, elle est assez simple, c'est l'amélioration des performances. Une des premières choses que nous faisons quand nous arrivons dans une exploitation, c'est de financer, lorsqu'il n'existe pas, les contrôles de performance et les contrôles laitiers pour avoir des données permettant effectivement de voir l'amélioration de la situation. Et dans les cas auxquels nous ne sommes pas parvenus, les cas dépassent le GPSE. L'expertise du GPSE et l'expertise de tous ne suffit pas. Et à chaque fois, ce sont des problèmes qui sont liés au sous-sol, qui sont liés à la composition du sous-sol. Dans ces cas-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons fait appel à des spécialistes de la géologie. Nous avons fait appel au BRGM, c'est le cas, ça a été, notamment à Nozay, par exemple. Les géologues vont nous faire une évaluation de la géologie du sous-sol. Mais nous n'avons trouvé strictement personne qui était capable de faire le lien entre la composition du sous-sol, son évolution, et les symptômes que nous voyons. Nous faisons appel aux géobiologues et surtout quand les géobiologues sont aussi d'excellents techniciens agricoles ou d'excellents électriciens comme monsieur de Ranchy. L'apport spécifique du géobiologue va considérer, comme monsieur de Ranchy l'a dit tout à l'heure, à mettre en évidence des circulations d'eau et de dire, bon, faisons attention. Mais là encore, quel est l'effet des circulations électriques dans ces courants d'eau qui sont sous les tables, personne ne l'a mis en évidence. Est-ce que l'on peut neutraliser les effets de ces circulations dans les veines d'eau? Personne non plus ne l'a mis en évidence. Donc, nous sommes là devant un problème de connaissance. Juste une réaction par rapport effectivement aux propos qui ont été prêtés à M. Ferret sur une pratique détestable d'implantation de prise de terre. Très sincèrement, je suis très surpris de ces propos. Alors évidemment, c'est des propos reportés. Je ne sais pas si M. Ferret les a vraiment dit ni dans quelles circonstances. Ce qui est certain, c'est que les prises de terre, elles sont faites au plus proche, enfin on fait des prises de terre sur les pylônes. Les prises de terre, on va pas aller chercher des prises de terre très lointaines sur les pylônes. Le pylône lui-même, il faut voir que sous un pylône, il y a quand même une masse de béton qui est noyée dans le sol. Cette masse de béton fait elle-même un contact important qui suffit déjà à assurer une prise de terre de faible impédance. Et par ailleurs, il y a en plus des câbles. Mais les câbles, on ne va pas poser des câbles sur 100 mètres de long pour aller chercher une veine d'eau. Ça n'a strictement aucun sens. Enfin, je suis un petit peu, je ne sais pas comment vous répondre, ces veines d'eau, aller les chercher dans le sol, creuser spécifiquement pour aller les chercher, ça n'a strictement aucun sens. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le maximum de contact avec le sol, de manière à effectivement avoir la prise de terre la plus faiblement impédante possible. Ça peut se traduire effectivement par des travaux plus ou moins importants, mais certainement aucune relation avec les veines d'eau, il n'y a pas de recherche spécifique
de veines d'eau pour améliorer cette prise de terre. Nous sommes aujourd'hui 25 à 30 députés mobilisés sur cette question-là parce que nous sommes sollicités dans nos circonscriptions par les éleveurs. Et qu'il serait intéressant d'ailleurs de faire un état des lieux plus précis du nombre d'agriculteurs concernés, d'élevages concernés, du nombre d'habitants concernés par ces questions de santé publique, du nombre et de faire aussi la transparence sur cette question-là pour que on puisse se dire bon, sur cette question finalement ça représente quelle importance, quel pourcentage, donc essayer de mieux cibler, mieux cerner ces questions-là. Si je me suis mobilisé aussi sur ces questions-là, on reste quand même en difficulté et c'est ce qui relève un peu, c'est ce que je relève de ces échanges avec beaucoup d'inconnus, avec un manque de preuves scientifiques et qu'il me semble important de dire que il faut bien sûr poursuivre la recherche, poursuivre les investigations. Il faut pour cela beaucoup de pragmatisme et que ça nécessite, on le voit bien dans les échanges aujourd'hui, une mobilisation de l'ensemble des compétences scientifiques, géobiologiques, les compétences des agriculteurs sur le terrain, c'est très important. Les opérateurs donc de l'électricité, de l'éolien, du numérique, etc. Donc l'ensemble de ces compétences doivent être mises en commun comme on le fait aujourd'hui, mais aussi dans le cadre de la poursuite des recherches. Et ça nécessite une qualité qui me paraît être la qualité première, c'est l'humilité. Chacun, me semble-t-il, doit rester humble parce que personne ne détient la vérité, mais chacun en détient un petit bout de cette vérité pour aller à la recherche justement des solutions et que ça doit se faire, il me semble, à partir de la réalité du vécu. Et c'est bien ça qui doit être pris en compte de manière à ce que la science puisse expliquer tout cela et qu'on sorte vers la lumière sans faire de jeu de mots. Donc, en tant que député mobilisé sur cette question-là aujourd'hui, il me semble que nous avons la responsabilité de participer à protéger nos concitoyens sur cette question de santé publique au nom du principe de précaution. Et donc, comment devons-nous adapter la loi, faire évoluer la loi, particulièrement en termes de reconnaissance de la géobiologie, que la science doit expliquer encore une fois. Comment doit-on accompagner tous ces travaux et comment d'abord rassembler ou mettre en commun les travaux des différents ministères concernés. Puisque quand on parle de cette question, c'est une question de santé publique, je le répète, donc c'est le ministère de la Santé, c'est le ministère de la Transition écologique, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère de l'Économie, de la Transition numérique, de la Recherche. Et donc, puisque c'est une question importante de santé publique, il me semble important aussi de dire qu'il faut sans doute rapprocher plus la médecine humaine et la médecine vétérinaire, et que nous sommes dans un moment d'urgence, tout simplement parce qu'il y a des gens qui souffrent, parce qu'ils souffrent doublement sur leur santé eux-mêmes, sur la santé de leurs animaux, et qu'il faut bien sûr traiter la question de l'existant et surtout éviter de faire les mêmes erreurs quand on voit ce qui se passe et tous les projets à venir, éviter de faire les mêmes erreurs dans les futurs projets en faisant évoluer les éléments à intégrer aux études d'impact. Donc ma question finalement à toutes et à tous, et en vous remerciant, c'est quels sont les éléments, selon vous, qui seraient de nature à nous permettre cette mobilisation de toutes les compétences et surtout comment nous, à notre niveau plus politique, nous
à partir de quels éléments nous pouvons et nous devons travailler. On était là sur une audition nécessaire. Très bien entendu. Également, à la NAS, vous disiez, ça fait 30 ans que vous attendiez une telle audition. Peut-être que vous nous flattez un petit peu, mais en tout cas, on a bien senti à quel point c'était important de mettre autour de la table tous les différents acteurs autour de la personne des parlementaires qui représentent la nation et qui sont chargés aussi de faire tout ce lien sur ce sujet qui mêle des questions scientifiques et techniques à des questions parfaitement institutionnelles. Il y a eu à certains moments des mots durs durant cette audition qui reflètent aussi les tensions accumulées sur ce dossier durant littéralement des décennies. Et ce sera important que nous faisions des propositions suite de cette audition qui soient fortes et qui amènent du suivi et qui soient simples aussi, comme l'expliquait comme disait, je rejoins monsieur Allot quand il disait que c'est pas si compliqué de voir dans quelle direction il faut agir maintenant. Que ce soit très clair aussi, la politique de l'OPEX, c'est la transparence, bien sûr, et c'est l'intérêt de la démocratie que les dossiers soient mis sur la table et instruits en transparence et que tout le monde puisse s'exprimer. Il y aura parfois à l'occasion un peu de cacophonie, c'est normal, ça fait partie du rôle démocratique, mais cela vaut beaucoup mieux que d'avoir des impressions de dossiers enterrés ou, à certains moments, comme vous le disiez, certains d'entre vous, d'omerta. La remarque suivante, c'est que nous avons des cas ici qui ont été rapportés qui sont clairement des vrais cas de souffrance. On peut discuter des causes, on peut discuter des responsabilités, mais dans bien des cas qui ont été rapportés, la souffrance est incontestable. Nous n'avons pas affaire à des éleveurs qui sont des affabulateurs quand il s'agit de perte de rendement. Et de la même façon que sur le débat parallèle mais lié à l'électro-hypersensibilité, il y a toujours des débats, des discussions sur les causes, les conséquences, les responsabilités, mais les situations de souffrance ont été reconnues. L'ANSES nous l'a bien dit dans son rapport, on a des situations qui sont des vraies situations de souffrance. Et ces situations, il faut d'une part régler les situations des éleveurs et trouver les bons mécanismes de conseil, les bons protocoles d'installation, les bons mécanismes de résolution. Il faut aussi que ça vienne dans une démarche d'instruction de la science. Et j'insiste bien, on a commencé en plaçant cet exposé sous le signe de la science avec l'exposé de Joviard. C'est revenu les interrogations scientifiques dans plusieurs moments. Une situation dans laquelle on en viendrait à trouver des remèdes, mais sans comprendre les causes, serait une situation inacceptable du point de vue du scientifique que je suis aussi. Nous avons besoin de creuser du point de vue scientifique, mettre en place l'expérience, protocole, des bonnes pratiques, des enseignements.